6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. À ma gauche, Aurélien Bélanger, le musée de la jeunesse. C'est votre nuit au Louvre, Aurélien. Vous l'avez passé face à des poussins, aux 4 saisons de poussins. Mais au Louvre, il n'y a pas que des poussins. Il y a aussi, où il va y avoir un nouveau, plus exactement, un Van Eyck. Bonjour Sophie Caron. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes commissaire de cette exposition. C'est un véritable événement. C'est la Vierge du chancelier Rollin, autrement dit un homme les mains jointes. Il a une Bible sur les genoux et il est en face d'une Vierge qui tient donc l'enfant Jésus. Un tableau que vous pouvez nous décrire, Sophie Caron, mieux que je ne l'ai fait. Quel est l'intérêt de ce tableau? Pourquoi est-il si important dans la peinture occidentale? C'est effectivement un tableau, j'allais dire d'abord un peu étrange, qui n'est pas très grand, qui est carré. On voit au premier plan ce personnage très important de l'Europe à l'aube de la Renaissance, qui est en prière devant cette Vierge et cet enfant. Ils sont très monumentaux. Et derrière eux, ce qu'on n'arrive pas à voir d'abord, au premier abord, il y a tout un monde miniature, un cosmos idéal qui se déploie. Ce tableau, effectivement, on ne voit pas la même chose si on est à 2 mètres et si on est à 50 centimètres. Il y a une sorte d'enchâssement des plans. Il y a plusieurs tableaux dans cette œuvre et c'est une des raisons pour lesquelles il nous fascine aujourd'hui, il me semble. Il a été restauré. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Restauré, ça veut dire qu'il était, jusqu'à tout récemment, très encrassé et puis englué sous des vernis jaunis qui avaient été accumulés au fil du temps. Et au Centre de restauration des musées de France, les restaurateurs l'ont nettoyé, ils ont allégé les vernis. On a retrouvé ainsi une palette très brillante, on a retrouvé des détails qu'on n'arrivait plus tout à fait à distinguer, on a retrouvé une sorte de lisibilité, mais aussi on s'est rendu compte que le revers était peint d'un faux marbre magnifique. C'est vraiment une peinture abstraite de Jan van Eyck. Donc cette restauration l'a rendu à sa, j'allais dire, sa nature d'objet. Alors, pour moi, Van Eyck est vraiment situé au plus haut dans l'histoire de la peinture occidentale du XVe siècle. Et cependant, on sait peu de choses sur ce peintre. On sait peu de choses, en effet. À commencer par sa date de naissance, on pense qu'il est né à la fin du XIVe siècle, il meurt en 1441. Il était très proche, très admiré par le duc de Bourgogne et puis par ses contemporains qui sont l'élite, disons, bourguignonne, très urbanisée, entre Dijon et Lille par exemple. Mais on n'a pas beaucoup de dates sur sa vie. Oui, parce que ce qu'il y a de merveilleux chez Van Eyck, on parle beaucoup d'Europe en ce moment pour les élections européennes. Van Eyck était un grand Européen, puisque si on prend par exemple les époux Arnolfiniste, un tableau qui se situe entre Luc, autrement dit entre Lucca en Italie, entre Bruges, c'est aussi un tableau qui incarne une forme de proto-capitalisme, le début finalement de la manière dont l'Europe marchande s'est construite dans le meilleur sens du terme. Mais tout à fait. Les Arnolfini, effectivement, c'est peint pour des marchands italiens qui sont installés à Bruges. Van Eyck est lui-même installé à Bruges et il peint pour cette élite cosmopolite. En l'occurrence, le tableau du Louvre, Nicolas Rollin, c'est un homme qui vient d'Autun, au sud de la Bourgogne, et qui, petit à petit, prend une importance de plus en plus considérable à la cour bourguignonne. Et donc, il fait partie de cette élite nomade qui traverse du nord au sud ce territoire. Et le nord, c'est vraiment, par exemple, le nord des Pays-Bas actuels. Donc, c'est vraiment un très grand territoire. Et Rollin emportait probablement partout avec lui ce tableau que Jan van Eyck avait peint pour lui. Et alors, on retrouve donc ce luxe, cette manière donc de présenter la façon dont les soieries, dont les velours, puisque à l'époque, la richesse venait des étoffes. Tout à fait et c'est, un des aspects, à mon avis, les plus fascinants de ce tableau, c'est le portrait de Nicolas Rollin et pour revenir sur son étoffe, elle signale certes, sa richesse, sa capacité à aller chercher, notamment en Italie, les étoffes les plus à la mode, les plus récentes, les plus précieuses et la façon dont Van Eyck arrive, à la peindre nous fait vraiment sentir les différentes textures de ce velours, l'aspect plus rêche, par exemple, de la fourrure. Et c'est vraiment un des traits du génie de Van Eyck que de faire sentir les textures de manière quasiment physique pour nous.
Il y a aussi, cet autre thème, puisque donc on a, bien entendu, la piété, la religion et puis au second plan, on a, ce bateau, ce navire marchand et c'est là aussi, la rencontre, la progression de cette bourgeoisie, mercantiliste qui va, fonder l'Europe. Il y a effectivement quelque chose de très, hem, actuel dans la façon dont Van Eyck, représente le paysage à l'arrière-plan de Rollin. C'est-à-dire que c'est une cité flamande, industrieuse, active, qui est représentée et finalement, la ville idéale, ça devient la Flandre industrieuse de l'époque. Aurélien Bélanger. C'est intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. C'est une ancienne pub pour Areva où on voyait des D'accord, blocs effectivement. d'uranium qui se déplaçaient comme ça et en faisant tout, 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 tout. Et c'est amusant parce que là, l'industrie était directement montrée et bon, c'était une mise en scène d'une entreprise. Et on se rend compte que des tableaux qu'on a longtemps projetés totalement ailleurs, en disant c'est la beauté, c'est du mysticisme, etc. Quand on les analyse, on se rend compte qu'ils sont déjà des représentations du monde industriel et qui sont intégrés à ce monde. Donc c'est très intéressant, oui. Non, tout à fait. Van Eyck, c'est un artiste qui, à mon avis, nourrit une admiration pour ses contemporains, qui aménagent le territoire, qui font qu'il est de plus en plus alors maîtrisé par l'homme, de moins en moins, j'allais dire, où l'homme prend de plus en plus de place, et il se fait vraiment témoin d'un temps qui évolue à ce moment-là. Mais du coup, on peut se demander si la peinture n'est pas le nom d'une opération de substitution, parce qu'à l'époque, les contemporains voyaient cela, et après, on les a retirés, on les a mis dans des musées, et seulement aujourd'hui, on redécouvre, et c'est comme si, bizarrement, à l'apogée des musées, qu'on va dire du 19e, 20e siècle, la véritable charge de la peinture avait été désactivée derrière des sortes de faux écrans, des vernis, mais pour le coup, des vernis culturels, où on n'était absolument pas capable de comprendre ça. Et j'y pense parce que, particulièrement pour ce tableau, parce que je suis allé à Autun un jour visiter la cathédrale et on m'a montré genre un petit parc à côté. Et on m'a dit là, il y avait une église qui a été détruite, je crois, après la Révolution. Et c'est là où était ce tableau. Et c'est marrant de se dire que ce tableau a rayonné par-dessus cette église, a été plus fort que l'église et est aujourd'hui exposé. Mais à se demander si cette façon de l'exposer, enfin, c'est pas du tout une critique du musée, mais si cette façon de l'exposer ne l'a pas aussi désactivé. Il était montré comme un objet de puissance, d'un puissant de l'époque, et il a passé 2 siècles comme ça, un peu dans les limbes. Sophie Caron, qui est commissaire donc de cette exposition. Ce tableau, effectivement, il était à Autun. La première fois qu'on le mentionne, c'est au XVIIIe siècle. Donc pendant 3 siècles, du XVe au XVIIIe, on ne sait pas exactement dans quelle mesure il était visible. Il a une deuxième vie, j'allais dire, au musée. Dans laquelle il est accroché sur un mur, ce qui n'était pas forcément ce pourquoi il avait été prévu au début. Et c'est peut-être ça, l'étrangeté de son destin muséal, c'est d'être devenu un tableau, au sens moderne du terme, alors même que c'était un objet fait pour être mobile, fait pour être manipulé, fait pour être aussi regardé de très près. Et donc, il y a, aujourd'hui, c'est à la fois la meilleure façon de continuer à pouvoir le voir, à l'apprécier, mais avec ce réajustement un peu peut-être curieux dans son destin d'œuvre, qui est d'être devenu j'allais dire, un tableau, alors même que, parce qu'il est dans un musée, alors même que, il n'aurait pas forcément dû, avoir ce destin-là. Alors, si on veut voir un Van Eyck originel, si j'ose dire, ou en tout cas dans un lieu originel, c'est évidemment l'agneau mystique à Gand, toujours dans l'église de Gand. Et là, on a un tableau bon, qui est de dimensions tout à fait différentes, d'une facture différente, où on retrouve à la fois le génie de Van Eyck, et puis là aussi cette forme de destin européen, puisqu'on est cette fois-ci en Belgique. Tout à fait, l'agneau mystique, le retable de l'agneau mystique, c'est ce gigantesque, polyptyque, hein, comme on dit, avec beaucoup de parties différentes, qui est à Gand. Dans cette œuvre d'une richesse et d'une diversité très impressionnante, les 2 frères, hein, d'abord Hubert puis Jan van Eyck, ont représenté là aussi une forme de cosmos total. La façon dont la Vierge Rollin peut communiquer, rentre dans une relation forte avec ce tableau, c'est que la Vierge Rollin résume en quelque sorte des problématiques, des expérimentations artistiques qui étaient déjà envisagées dans l'agneau mystique. Mais là où dans l'agneau mystique, par exemple, la ville est un petit peu un décor derrière une scène religieuse, eh bien, dans la Vierge Rollin, il y a une sorte de dépliement du territoire et Van Eyck devient de plus en plus topographe.
Et puis alors, il y a un lien, même si ça ne saute pas évidemment aux yeux, entre Van Eyck et notre camarade Aurélien Bélanger. C'est le côté, très idiosyncrasique, des choses. Aurélien Bélanger, dans le musée de la jeunesse, parle de Poussin, mais il parle de lui. Van Eyck est, sinon le premier peintre à signer un tableau, mais aussi, le premier à montrer sa subjectivité, puisque dans Les Époux Arnolfini, il y a un miroir circulaire. Dans ce miroir circulaire, il y a le peintre qui se reflète, et là aussi c'est très important parce que c'est à la fois la naissance du capitalisme au sens de l'échange, c'est aussi la naissance du capitalisme au sens de l'organisation de la société, parce que la subjectivité de l'artiste s'y peint et c'est la naissance de l'individu. D'une certaine façon, oui, Van Eyck, c'est un artiste qui s'inclut, alors pas forcément en tant que portrait ou autoportrait, mais peut-être de projection d'alter ego, qui s'invite dans ses propres œuvres. Dans les Arnolfini, c'est vrai. C'est vrai aussi dans d'autres œuvres, par exemple dans La Vierge Rollin, les deux petits personnages au centre. Il y en a un qui se penche, qui est probablement, à mon avis, une projection du lecteur, du spectateur, tel qu'on nous invite à effectuer ce mouvement de plongeon dans l'arrière-plan. L'autre, celui qui a un turban rouge, cela pourrait être Van Eyck, effectivement. C'est un artiste qui est conscient de sa valeur, ça c'est certain, mais aussi d'un rôle, j'allais dire, quasiment de guide dans l'exploration du monde qu'est sa peinture. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce peindre peignant? Est-ce que ça veut dire, Sophie Caron, que avant Van Eyck, les peintres n'avaient pas, la véritable, comment dirais-je? La sensation d'être des artistes, n'avaient pas cette représentation d'eux-mêmes? Est-ce que c'est une date importante dans l'histoire de la peinture? La signature aussi du tableau? Les artistes au Moyen Âge signent pour certains, pour ce qu'on en sait, signent pour certains leurs œuvres. Van Eyck n'est pas tant le premier à faire ça, il le fait d'une manière particulièrement manifeste puisqu'il a sa signature, il a aussi il a aussi cette manière à la fois de signer et de se représenter, et aussi d'avoir les mots qu'il emploie souvent et qu'on retrouve sur d'un cadre à l'autre, als ich kann, hein, tant que je peux. Donc c'est un peintre qui se manifeste comme un individu qui a le choix de représenter le monde tel qu'il le veut. Donc il a conscience de lui-même, mais aussi il a conscience d'une communication qu'il crée entre le monde de la peinture et le monde extérieur, et il se met comme ça à la jonction entre ces deux mondes. On retrouve à la fois cette, liberté, cette affirmation de soi que vous évoquiez, Aurélien Bélanger, affirmation de soi de Poussin qui refuse d'être, un peintre, officiel pour Louis XIV, affirmation de Bélanger qui, transforme un livre sur Poussin en un livre sur ses amours de jeunesse. Absolument, mais c'est une façon de rendre hommage à Poussin, parce que là, on est du coup presque 2 siècles plus tard. Il y a plus de besoin de dispositifs optiques compliqués pour se montrer. Poussin fait 2 autoportraits, très frontaux, où il se représente, heu, en tant que peintre. Derrière, on voit une allégorie qui a un diadème, un troisième œil, qui est une allégorie de la peinture. Les autres tableaux sont retournés les uns sur les autres, donc on les voit pas. Ce qui est intéressant, c'est une façon de dire: «Moi, l'artiste, je suis important et ma peinture, elle se regarde elle-même». Et aussi, ce qu'on dénote chez Poussin, c'est une sorte de caractère maussade, de mauvaise humeur. Et en parlant de Van Eyck, on comprend que cette mauvaise humeur, c'est pas du tout une mélancolie, enfin, c'est pas du tout un état de l'âme, c'est que c'est un besoin pour l'artiste de faire exister sa subjectivité. Je suis parti à Rome, je vais envoyer des tableaux à des commanditaires précis, mais je vais méditer très profondément ce que je fais. Et on pense rarement à Poussin quand on pense à un grand artiste, très grand artiste. Enfin, on pense plutôt à l'affirmation de la liberté de la peinture. Je sais pas, on pense à Raphaël, à Michel-Ange, on pense pas à Poussin. Moi, je pense que Poussin pousse encore un petit peu plus loin le curseur de l'autonomie. Et c'est vrai que tout au bout, encore 2 siècles ou 3 siècles plus tard, arrive moi, jeune écrivain qui me relie à Poussin. Et c'est intéressant de se dire qu'on appartient malgré tout à cette histoire dont les peintres ont été, bizarrement, et c'est quelque chose de très singulier, les découvreurs souvent. Sophie Caron, qu'est-ce que vous en pensez, de faire ce rapprochement entre Poussin, Van Eyck, ou alors ce chemin de Van Eyck à Poussin? Ce qui me semble intéressant de Van Eyck à Poussin, en tout cas moi, c'est peut-être plutôt dans l'organisation du paysage. Effectivement, il y a cette inclusion il nous invite en fait à nous balader dans le paysage qu'il élabore. Van Eyck le fait, et j'ai l'impression que Poussin le fait également. Il y a une balade qu'il nous propose d'effectuer dans sa peinture, déjà Van Eyck, une balade très méditative, où il y a une certaine disponibilité au monde qu'il déploie, qu'il nous invite
invite à voir, au sens où c'est un monde très miniature, donc qui nécessite une disposition d'esprit très concentrée. On oublie un peu le temps, on oublie un peu l'espace, on oublie notre vie quotidienne pour plonger véritablement dans ce monde dans lequel chacun des sentiers, chacune des routes, chacun j'allais dire, des avancées des rives sur le fleuve est détaillé de manière à aider un petit peu notre projection et notre voyage mental dans ce monde. Et moi, j'éprouve un peu la même chose devant Poussin, par exemple. Et si l'on prend donc la peinture de Van Eyck, parce que pendant longtemps, la peinture de Van Eyck a été considérée comme complexe, une peinture symbolique. Il faut se souvenir qu'on est dans la première partie du 15e siècle, donc une époque où on a affaire à un art qui est presque exclusivement religieux. Sophie Caron, qu'est-ce que ça veut dire ou que dire sur cette complexité, la symbolique chez Van Eyck? Van Eyck, il a, à mon avis, souffert parfois dans la lecture du 20e, 21e siècle, d'être un artiste à clé, un artiste où il faut quasiment être théologien pour comprendre ce qui se passe, pour le regarder. Ce qui a, à mon avis, quelque peu contribué à isoler ce tableau ou à le rendre un peu effrayant. C'est vrai que dans ce tableau, il y a d'une part une complexité dans sa construction, mais aussi un certain nombre de motifs. Par exemple, dans le jardin, il y a des pans, des pies, des lys qui se comprennent si on maîtrise un petit peu les codes, comme Rollin les avait, du début du XVe siècle. Qu'est-ce qu'il signifie? Par exemple, le lys signifie la pureté de la Vierge. Le pan signifie bien souvent, dans les bestiaires du Moyen-Âge, l'immortalité ou encore la vanité. Ce sont des motifs assez courants au début du XVe siècle qu'un personnage comme Rollin, qui n'était pas un ecclésiastique, qui n'était pas théologien, pouvait néanmoins connaître. Et l'intrusion, j'allais dire, l'injection par Van Eyck de ces petits motifs dans son œuvre devait, dans une contemplation rapprochée du tableau, permettre à Rollin un petit peu de nourrir sa prière, de nourrir sa réflexion, mais jamais, me semble-t-il, dans un sens trop érudit ou dans un sens trop arrêté. Il y a cette polysémie essentielle à la culture médiévale qui imprègne encore ce tableau. Et la représentation de la Vierge et du Christ? Alors, Rollin, il est en prière, en vision, il y a toute l'ambiguïté de cette coprésence est gardée, et cela dans une projection un peu post-mortem, c'est-à-dire que Rollin commande ce tableau à Van Eyck, donc qui le montre lui-même en prière devant la Vierge et l'Enfant, pour installer cette œuvre à côté de son tombeau à Autun, et que pour les siècles des siècles, nous, visiteurs, nous puissions prier, ou au moins penser à Rollin, et cette collection, j'allais dire, de prières que permet ce tableau, eh bien, permet à Rollin d'assumer son salut. Pour être représenté comme ça, cela lui permet de montrer sa piété de manière très manifeste, et donc de collecter plus de pensées, plus de prières. C'est effectivement, le sens religieux n'est pas du tout à minimiser. Aurélien Bélanger. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à regarder le tableau, on se rend compte que le tableau va être la propre résolution de l'énigme qu'il pose, qui est une énigme très concrète. C'est un objet très fragile qu'il faut protéger. C'est pour ça que les musées existent. Mais on sent que c'est pas totalement satisfaisant, que c'est pas juste une boîte dans laquelle on va mettre les choses. On pense à l'un des derniers tableaux de Poussin, l'hiver. Il y a à la fois quelqu'un qui est en train de se noyer façon Titanic en se tenant une planche de bois qui pourrait être un tableau, et au loin, on est sauvé parce qu'il y a l'arche qui part sur les eaux, qui pourrait être le Louvre, qui pourrait être l'endroit qui sauvera la peinture. Et on se rend compte qu'en fait, à chaque fois, les peintres ont représenté un espace qui est spécifique, qui est l'espace de la peinture, dont le métier, on va dire, des conservateurs, notre métier, nous, d'esthètes ou de contemporains, c'est de les protéger, mais que c'est pas du tout comme ça que ça marche, en fait. Enfin, c'est très provisoire. Et ce que j'essaie d'expliquer dans mon bouquin sur Poussin, c'est que le musée, c'est super, mais c'est une solution provisoire à un problème qui est beaucoup plus grand qu'est le problème de la peinture. Et en fait, à la fin, c'est la peinture qui gagne, parce que c'est elle qui génère son propre espace. Notre seule modestie de contemporain, c'est juste de la faire tenir jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Vous êtes d'accord avec ça, Sophie Caron? C'est un peu mon métier, hein, être conservateur, être conservatrice. Il y a ce côté un peu passeur, hein. On essaye, tout en ne prétendant pas connaître la suite, à un moment donné, préserver au mieux cet objet matériel très très fragile. Les prédécesseurs au XVe siècle avaient quand même un peu pensé à ça. Il y avait des volets, souvent, il y avait des étuis en cuir, il y avait des manières diverses et variées d'éviter qu'on vole les œuvres, d'éviter qu'on les abîme. Donc ils avaient quand même à cœur la survie de ces objets. Mais de manière très très concrète, moi effectivement, en tant que conservatrice, j'ai un peu ce devoir d'essayer au maximum de les préserver. Alors c'est
très important malgré tout que ce tableau soit de retour au Louvre parce que c'est le seul Van Eyck qu'on ait en France. Les époux Arnolfini finissent en Angleterre, à Londres. L'agneau mystique est évidemment à Gand. C'est important aussi parce que Van Eyck est de toute évidence le principal maître flamand, Sophie Caron. Absolument, et vous l'avez dit, il est flamand, il est européen parce qu'il peint justement pour cette élite assez cosmopolite. Dans l'exposition, on a 5 autres œuvres de Van Eyck qui ont été invitées à dialoguer, à dialoguer avec la Vierge Rolin grâce à la générosité des prêteurs. Et vous verrez, grâce aux Van Eyck qui sont invités, se déplient une des problématiques du tableau, celle du portrait, celle du paysage dont on a parlé, mais aussi celle d'admirer ou de faire l'expérience d'être soi-même, j'allais dire, de devenir Rollin en prière devant la Vierge de l'Enfant, ou au moins en méditation, grâce à un tableau de Francfort très important, le tableau le plus émouvant de Van Eyck, à mon avis, qui est la Vierge de Luc. Donc on a vraiment essayé dans cette exposition de déployer plusieurs expériences possibles. Et oui, parce qu'il y a une forme de permanence, d'éternité du christianisme dans ces scènes-là, et dans ce qui a été le tombeau de Rollin, puisque finalement, ce tableau était avant tout un tombeau dans l'esprit donc de son commanditaire, Sophie Caron. Oui, tout à fait. Et on peut dire dans une certaine mesure que si l'objectif de Rollin et le projet de Van Eyck était de permettre à Rollin une survie par la mémoire de ceux qui sont encore vivants pour assurer son salut, bon, eh bien, aujourd'hui, avec cette exposition, on contribue en tout cas à la permanence à la fois du souvenir de Rollin, mais surtout de l'art de Van Eyck, qui est vraiment un peintre génial pour des raisons qu'on peut s'expliquer et pour d'autres qui nous dépassent un peu encore. Aurélien Bélanger, un mot de conclusion. Ça nous ramène à la phrase de Baudelaire dans Les Phares, qui vient mourir au bord de votre éternité. Donc l'art, c'est pas vraiment l'éternité, c'est au bord de l'éternité, et c'est ce au bord qui est intéressant. Sophie Caron, donc on va pouvoir l'admirer quand, ce chancelier Rollin? On vient tout juste d'inaugurer l'exposition, ce mercredi 20 mars. Et l'exposition sera ouverte jusqu'au 17 juin et elle est visible dans la salle de la Chapelle qui est dans l'aile Sully du Louvre. Il y a donc différents Van Eyck qui, comme vous l'avez dit, dialoguent avec celui-ci, avec cette période, le XVe siècle, dont vous êtes spécialiste, qui est une période excessivement importante dans l'histoire de la peinture occidentale. C'est une période fascinante parce que c'est vraiment cette jonction, cette tension très forte entre une culture médiévale et un nouveau monde qui affleure et qui se déploie. Et c'est vraiment ce qu'on sent dans la peinture de Van Eyck. Et dans la peinture de ses contemporains, vous verrez dans l'exposition une 60aine d'œuvres, des miniatures, des peintures sur panneaux, mais aussi des petits objets orfèvrés extrêmement délicats qui permettent justement de donner à voir, à sentir ce que c'est que la spécificité de ce monde en tension au début du XVe siècle. Oui, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est à la fois une grande proximité, une grande modernité et quelque chose d'incroyablement exotique, la manière dont peint Van Eyck. Tout ceci mérite d'être exposé, expliqué. Ça a été, j'imagine, très compliqué à monter. C'est compliqué à monter parce que ce sont des œuvres qui voyagent peu, évidemment, parce qu'elles sont fragiles et parce qu'elles sont rares. Mais on a essayé de justifier pleinement, d'expliquer pourquoi est-ce que ce rassemblement d'œuvres était important et pourquoi il était important à ce moment-là autour de la Vierge Rollin restaurée. C'est un rassemblement d'œuvres qu'on aura assez peu l'occasion de voir, je pense. Et on va le voir au Louvre grâce à vous, Sophie Caron.